Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Petite annonce aujourd'hui avant ce coin du geek. Si vous aimez le contenu que je fais avec Charles Castonguay, restez à l'affût parce qu'il y a un projet vraiment magnifique qui s'en vient qui s'appelle le Crew. Je vais mettre le lien vers toutes leurs plateformes. Pourquoi j'en parle maintenant? Parce que ça a un lien avec le coin du geek et avec Charles Castonguay. Donc, je vais mettre le lien. Allez vous abonner. J'en dis pas plus que ça. Ça va vraiment être génial. Moi, j'ai un peu de... Je suis un peu derrière les rideaux. J'ai le secret de ce qui s'en vient. Puis ça va vraiment être très cool. Je vais laisser ça comme ça. Fait qu'allez vous abonner. Et maintenant... Sans plus attendre, excusez-moi, je suis un peu mêlé. Je viens de faire un triplé aujourd'hui en termes d'entraînement à la grosse chaleur, puis j'ai la tête un peu éparpillée. Le podcast de cette semaine, c'est un coin du geek où est-ce qu'on parle de VO2. Donc, c'est quoi le fameux VO2 qu'on entend si souvent parler? Charles nous explique premièrement qu'est-ce que c'est. On va voir ensuite certaines données qui ont été recueillies par rapport au VO2 et la performance. Puis ensuite, il nous explique comment aller améliorer son VO2 max. C'est quoi les meilleures techniques d'entraînement pour aller chercher le maximum de nos capacités. Si vous nous écoutez vous nous écoutez définitivement. Au moment où est-ce que vous nous écoutez, on a reçu plusieurs saveurs de Upika qui sont de retour en inventaire. Donc, courez dès maintenant, vous procurez que ce soit le Carb Boost ou le Upika Endurance dans différentes saveurs. Allez voir sur le site web upika.ca et utilisez le code promo Upika Podcast pour 10% de rabais sur votre première commande. Sinon, comme je disais au début, allez vous abonner le Crew que je vais mettre dans la description du podcast, leur page Instagram, puis suivez ça avec attention et sans plus attendre, bon podcast. Cool. Parfait. Fait que ça roule. Yes, sir. Le coin du geek. Le coin du geek. Salut à tous. On est encore une fois chez Musette. On les remercie grandement. Merci. Café, buvette, cycliste. Incroyable. Sur Grande Allée. Si vous êtes de Québec ou de passage à Québec, passez faire un tour. J'ai découvert qu'ils vendent de la bière aussi. Ouais. Je viens de découvrir ça. Ouais. Il y avait le mot buvette dans le café, mais je n'avais pas compris. Étant donné que ça fait pas longtemps que c'est ouvert, il y a eu le mot buvette sans permis d'alcool pendant un petit bout. Okay. Mais là, ils l'ont eu. Fait que c'est bon. On l'a. Fait que, un petit café ou une petite bière post-entraînement. Ouais. Ça peut être bon. Après aussi, tu peux essayer. Je pensais peut-être faire de la bière Upika avec des électrolytes sans alcool, avec électrolytes. Genre comme à Athletic Brewing. Ouais, un genre d'affaire de même. Ouais. À suivre. Pour les projets Upika, je vais commencer par ramener mon inventaire. Puis après ça, je développerai d'autres produits. Cool. Fait que aujourd'hui, au coin du geek, on parle de VO2. Yes, VO2. VO2, le fameux VO2, on en entend parler beaucoup. Là, on va définir un peu c'est quoi. On va expliquer comment ça se traduit dans la performance. Puis aussi donner quelques petits trucs pour voir si on peut améliorer notre VO2. Exact. J'ai entendu dire que dans plusieurs podcasts que le VO2 était l'indicateur principal de longévité, qui était comme le truc qui pouvait prédire le mieux j'imagine la santé ou la capacité de vivre longtemps et en santé. Yes. Fait que une donnée extrêmement importante. Oui, absolument. Je dirais pas. Oui, c'est un des facteurs les très importants, je te dirais. Puis il y a beaucoup de corrélations entre les personnes qui ont un haut VO2 max. On parle pas de ceux qui ont des 100, des 90 de VO2 max, mais on parle des gens qui ont un bon VO2 max, puis la longévité, juste la santé cardiovasculaire, la santé au niveau de la tête. On en parlait un petit peu aussi parce que corrélation VO2 et santé mentale aussi qui se font. Donc oui, c'est une donnée très importante dans le sport, mais juste dans la vie de tous les jours. Pour quelqu'un qui veut juste vivre en santé longtemps, c'est quand même important. Ouais. Mais dans l'optique du Upika Podcast, on parle de performance. Fait que, vas-y. Je t'écoute. Le VO2 max. Tout le monde sait c'est quoi un petit peu le VO2 max, mais on va quand même aller chercher une petite définition avant de commencer pour mettre la table. Donc,
qu'est-ce que le VO2 max? C'est la consommation maximale d'oxygène, volume maximal de dioxygène en particulier qu'un organisme aérobie, en général, on parle des humains, c'est rare qu'on va mesurer les VO2 max chez les souris, mais ça peut arriver quand même, peut consommer par unité de temps lors d'un exercice aérobique maximal. Donc, à quel point tu es capable de intake de l'oxygène. C'est ça. Chez l'être humain, le VO2 max va s'exprimer en litres de dioxygène par minute, donc en litres par minute. Et ça, c'est au niveau absolu. Souvent, on va parler par kilogramme, et ça, on va faire la différenciation entre ça et le absolu tantôt. Mais normalement, on le mesure par litres par minute en absolu. Donc, il y a des gens qui, en absolu, sont vraiment impressionnants, mais quand tu les ramènes au relatif, par kilogramme de poids corporel, c'est un peu moins impressionnant finalement, juste parce qu'ils sont plus... Fait que, admettons qu'on a un VO2 max de 60, c'est 60 litres par minute? Non, c'est les millilitres. Ouais. C'est okay. Ouais, c'est fait que mettons, c'est ton 60, c'est 60 millilitres par minute par kilogramme. Fait que si t'as OK, là, c'est pas en absolu quand c'est comme ça. Exact. Fait que ça, c'est relatif. Quand tu parles de 35, 40, 60, 90, c'est vraiment en millilitres parce que... c'est rare qu'on parle de 90 quand même. Si t'as 60 litres par minute, ben, il faut qu'on te mesure parce que moi... Ça marche pas pantoute. Ben, si ça marche, tu vas être la plus grosse bébite aérobique qu'on a jamais connue dans l'histoire. Ouais. Okay. Parce que normalement, on parle de 8 étant pas mal le maximum. Je comprends. Mais oui, quand on parle de 60, c'est des millilitres par minute par kilogramme. Okay. Donc, on ramène ça au poids corporel, ce qui fait du sens aussi. Comme ça, on peut comparer les sports entre eux, on peut comparer les genres entre eux aussi, hommes-femmes, etc. Ce qui fait qui est intéressant, en fait, en tant que de marqueur de performance. Puis, justement, le VO2 max, là, la capacité à intake l'oxygène puis à le distribuer dans tes muscles, etc., pour poursuivre ton activité aérobie, c'est un bon marqueur de performance. Par contre, ça, j'ai une histoire d'amour-haine, moi, avec le VO2 max, parce que souvent, les gens, ils veulent vraiment VO2 max, ils pensent juste à ça. C'est pas le seul marqueur de performance. Ça fait partie des marqueurs de performance. C'est important d'avoir un gros VO2 max quand tu veux performer à un niveau international, national, mais c'est vraiment pas le seul marqueur de performance. Comme, mettons, en course à pied, on parle de l'économie de travail, justement. On va parler du seuil anaérobie, justement, à quel point on est capable de maintenir un haut pourcentage de ton seuil anaérobie sans le dépasser, puis casser jusqu'à VO2 max et accumuler du lactate. Fait que, tu sais, meilleure ta capacité, ton économie de course, ton seuil, plus il est loin, meilleur, mettons, sur un marathon, tu vas être bon. Fait que pour un marathonien, mettons, un pourcentage de seuil est peut-être plus important qu'un gros VO2 max. Ouais. Parce que lui, il a couru très longtemps à un faible pourcentage de son VO2. Donc, pour avoir, lui, un gros VO2, des fois, même, ça lui coûte plus cher parce qu'il va plus vite activer son VO2, puis il va vite passer son seuil, puis il va commencer à accumuler du lactate. Fait que là, il faut qu'il y ait une grosse tolérance au lactate plus. Fait qu'on veut même tu sais des méthodes norvégiennes comme les Blumenfeld de ce monde, ben eux souvent quand ils vont s'entraîner sur Ironman, ils vont plus diminuer le VO2. Exact, ils vont plus viser des pourcentages de seuil pour passer beaucoup de temps là sans accumuler trop de lactate justement, plutôt qu'aller faire des VO2 max parce que ils n'ont pas besoin vraiment de cette fine pointe là. En fin de course, oui, tu veux sacrer une bonne volée, te rincer, mais 95% de ta course, faut pas que tu ailles là parce que si tu vas là, c'est un no turning back ou ben non, faut que tu prennes un 20-30 minutes de pause avant de repartir et être fresh un peu. Là. Fait que, bref. Tu penses que c'est combien chez un être humain pas trop entraîné, on va dire désentraîné, mettons quelqu'un qui fait pas nécessairement de sport, chez un homme et chez une femme, ça représenterait quoi en millilitres par kilogramme? Millilitres par kilogramme. Fait que là, le chiffre qu'on connaît, là, le chiffre qu'on se fait montrer par notre monde Garmin, 35? Quelqu'un qui n'est pas entraîné? Exactement, pas entraîné. Ouais, ah ouais, hein? Ouais. Pile dessus. 35 pour les hommes environ, la moyenne, on pourrait dire. Puis chez les femmes, c'est justement, ça serait entre 25 et 30 à peu près chez les femmes. Fait que il y a quand même une différence homme-femme, justement, qu'on pourra expliquer un peu pourquoi tantôt, justement. On en parlait justement avant de commencer. Ben non, on en parlait au début, en fait. Le VO2 max, selon des études récentes, justement, c'est un bon prédicteur de longévité. Donc, les gens Bon, le phénomène s'explique un peu par peut-être la quantité de mitochondries, tous les facteurs qui viennent la avec... La pluralité factorielle du fait que tu as un bon VO2 max, c'est que tu as une hygiène de vie qui est meilleure. Une endurance un peu aussi, etc. Mais c'est un prédicteur de longévité dans beaucoup de populations. Donc, les gens qui ont tendance à avoir un plus haut VO2 vont vivre plus longtemps.
Peu importe ce qui mène vers ce résultat-là, en fait. Exactement. Par contre, il y a des exceptions à la règle, comme dans toute règle. On entend souvent parler des gens qui ont des gros VO2 max qui pètent aux frettes dans une sortie de vélo, dans une sortie de ça. C'est plus réfactoriel, comme on le dit. Là. Des fois, il y a des facteurs génétiques au niveau du cœur, ou peu importe, il a fait un coup de chaleur, ça n'est jamais remis, etc. Bon. Mais le VO2, c'est un bon prédicteur de longévité en général. C'est un bon indicateur aussi d'une santé très bonne au niveau cardiaque et pulmonaire. Ça, c'est très répandu dans le domaine scientifique aussi. C'est le VO2 max, c'est aussi un bon indicateur souvent d'une diminution des maladies du cœur, de l'hypertension souvent, justement des problèmes cardiaques. On peut parler tu peux m'aider là-dessus, là, quand tu fais j'ai anévrisme dans la tête, c'est vraiment pas ça. Mais Ouais, non, je sais de quoi tu parles. Non. Un infarctus? Un infarctus, des trucs comme ça. Donc, ça pourrait diminuer le risque, etc. Ma blonde sauve des vies des gens qui font des infarctus, puis moi, je pense pas, je me rappelle pas du mot. Là. Exactement. Donc, infarctus, en tout cas, toutes les maladies cardiaques, pulmonaires qui pourraient exister, ça pourrait le prévenir un peu aussi. Ça va bien sûr augmenter ton endurance dans la vie de tous les jours, puis ton endurance à l'effort. Mais même quelqu'un qui ferait juste un petit peu d'activité physique, qui a un meilleur VO2 max, mettons un 45 au lieu d'un 40 ou un 35 au lieu de 30, ça lui donne déjà plus d'endurance, de stamina qu'on dit en anglais pour ses activités quotidiennes de la vie, ce qui est très intéressant aussi. C'est un bon moyen aussi, les gens qui ont tendance à avoir un VO2 un petit peu plus élevés vont souvent avoir des IMC un petit peu moins élevés aussi. Un IMC, c'est l'indice de masse corporelle, donc souvent des pourcentages de gras qui vont un petit peu diminuer, donc une meilleure santé, des facteurs, on dit, de comorbidité qui vont être diminués, donc une meilleure santé générale finalement. Après ça, il y a beaucoup d'études qui prouvent que ça a un énorme impact sur la santé mentale et la santé cognitive aussi, les fonctions cognitives. Donc ça diminuerait, les gens qui ont un meilleur VO2, en général, ça diminuerait, ça sécrète plus d'endorphines, ça réduit le stress, ce serait un facteur de diminution de l'anxiété, même de diminution des symptômes de dépression. Donc, tu sais, ça va quand même assez loin, ça va quand même assez large. Puis, moi, j'y crois absolument parce que quand souvent les gens qui ont un meilleur VO2, c'est souvent des gens qui vont être plus actifs. C'est ça, en fait. Et c'est un bon moyen d'aller te ventiler un peu. Tu sais, quand tu files pas, etc., prendre une marche, tu vas jogger dans le bois, ça fait du bien à la santé mentale. Quand tu vas taper direct dans la zone VO2 pour repousser ton VO2, il y a un high après ça qui est assez incroyable. Je challenge tout le monde qui se sent un petit peu déprimé d'aller faire des intervalles de 400 mètres puis de revenir chez eux après puis de pas se sentir mieux. Ouais, exact. C'est ça, comme je te dis, il y a bien de l'endorphine qui est sécrétée. Il y a personne qui a déjà dit je regrette d'avoir fait ce training. À voir si tu te blesses. Mais si tu te casses, là, mais en même temps, tu n'es même pas obligé d'aller. Pour améliorer ton VO2 max, souvent, on n'a même pas besoin d'aller à VO2 max. Hein. Tu peux juste faire une sortie d'endurance. Si tu es désentraîné, ça peut améliorer ton VO2 max un petit peu aussi. Fait que juste d'être actif, finalement, ça va avoir un impact sur ta VO2. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet parce que le but du Geek 2.0, c'est de sortir des études. Exact. Moi, j'aime bien ça. Challenger un peu pour voir nos connaissances, puis aussi la littérature sur le sujet, ça ressemble à quoi. Et là, j'ai sorti une étude de Sandbach, un Norvégien très intéressant. Les Norvégiens, pourquoi culturellement, je sens qu'on n'est pas obligé de rentrer là-dedans au complet si tu n'as pas la réponse, pourquoi est-ce que culturellement, c'est comme on dirait, la référence dans tous les sports qui sont du moins demandants pour le VO2. Fait que, tu sais, ce qu'ils te font, j'ai une très bonne explication à te donner. Dans mon ancien emploi, dans mon ancienne vie, je coachais pour le Centre Pierre-Harvey, pour un peu l'équipe nationale aussi. J'étais allé 12 fois en Norvège, mettons à Oslo, dans toute la Norvège en particulier. Puis j'ai vu le style de vie des gens. En Norvège, l'obésité, ça n'existe pas. Il n'y a aucune... si tu vois une personne obèse en Norvège, c'est très rare. Puis qu'est-ce que tu remarques sur les sentiers de ski de fond, particulièrement l'hiver, je suis allé très souvent l'hiver, tu as des gens de 5 ans, des enfants de 5 ans, jusqu'à des gens de 95 ans, puis la densité sur la piste est vraiment grande. Les gens sont actifs. Tu as des pistes de ski de fond qui se rendent à l'université d'Oslo. Tu as des pistes cyclables partout l'été. Les gens sont actifs, ils pratiquent 2, 3, 4 sports d'endurance quand ils sont jeunes, en très bas âge. Même que
bon, c'est discutable, là, mais des jeunes de club de ski de fond, j'ai déjà entendu dire qu'ils faisaient 10 fois 2 minutes en montée double poussée en ski de fond. Là. Fait que, ils ont une culture un peu de ça, mais l'activité, être en santé, c'est extrêmement important puis c'est très répandu dans la société. Mettons que je prends un exemple. Mettons en Norvège, ils sont 8 millions. Il y a 8 millions de personnes qui font du sport. 8 millions de personnes qui font du sport d'endurance et d'autres sports. Le soccer, on peut même catégoriser le soccer dans un sport d'endurance à une certaine limite. Plein d'autres sports, même de puissance, etc. Ouais. Mais tout le monde a fait d'un sport d'endurance, a eu un contact avec ça quand il était jeune. Donc, quand il prend une retraite sportive ou peu importe, même s'il n'a pas fait de sport de haut niveau, il est attaché à ça et il va poursuivre. Exact. Contrairement à quelqu'un qui, par exemple, juste fait du hockey, c'est dur après de rester en santé à jouer une game par semaine le soir à 11h dans une ligue de garage. C'est tough. Tu prends une bière après en plus. J'ai rien contre la bière, j'adore la bière, mais ça pas, c'est pas ça qui te met en forme dans la vie. Fait que avoir un lien avec le sport d'endurance en bas âge, avec multiples sports d'endurance, c'est bien. Donc c'est ça, eux autres, la population, c'est 8 millions qui font du sport ou presque d'endurance puis qui ont ça dans leur train-train quotidien. Donc, ça t'amène une élite qui est beaucoup plus forte. Exact. Parce que, mettons, au Canada, on est 38 millions, je ne me rappelle pas du chiffre exact. Là-dessus, il y a combien de personnes qui font du sport d'endurance vraiment? Pas tant que ça. 3, 2. On est quand même pas si pire non plus. On se débrouille bien dans les sports d'été. Puis surtout en hiver, on se débrouille très bien dans les sports d'endurance. Mais tu sais, tu prends juste ce facteur-là, c'est un mini pourcentage de la population finalement qui s'entraîne dans les sports d'endurance ou qui fait du sport un peu plus prolongé, on va dire. Puis juste par ça, la Norvège s'explique. Puis après ça, ils font beaucoup de recherches. Leur programme universitaire en recherche sur le sport est incroyable. J'étais allé à l'université d'Oslo une fois avec Alec, justement, on faisait des tests sur le tapis roulant, puis c'est super bien setupé. C'est vraiment cool. Leurs programmes de recherche sont vraiment bien, mais à la base, c'est la profondeur au niveau de la jeunesse puis de la culture qui est la base de la pyramide est vraiment large, mais c'est sûr que la pointe va être plus large aussi. Exact. Fait que si, mettons, peu importe, ce qui est déplorable aux États-Unis, c'est qu'à peu près, ils peuvent faire le même nombre que la Norvège, mettons, en sport d'été, mais si tu regardes le ratio... Ils sont pas mal plus. Ils sont 300 millions, 300 quelques millions, 350, je me rappelle pas du nombre non plus, mais ils font le même nombre, finalement, de médailles ou un peu plus. Si tu regardes le ratio, t'es comme, wow, OK, la Norvège, ils ont de quoi. Là, exact. Aux États-Unis, on sait bien que... justement, la techniquement, santé, il y a quasiment autant de monde en Norvège qu'au Québec. Tu sais. Oui. On s'entend que si on comparait les chiffres du Québec puis de la Norvège à l'international, c'est pas le même niveau. Exactement. Si le Québec était un pays, un jour, on ne sait pas. On touche du bois. Mais je pense qu'on serait pas pire au Québec, par exemple. Sûrement, on serait quand même bon pour le ratio de personnes. On serait quand même bon pour le ratio. Mais bref, ce facteur-là, spécifiquement, il explique beaucoup de choses. C'est la Norvège. Puis comme je te dis, après, il y a toute la recherche qu'ils font à travers ça. Tout à fait. Fait qu'on retourne à notre étude. Ouais, c'est ça. Sandbach, chercheur norvégien, incroyable, vraiment intéressant. Donc, lui, il a fait une étude, dans le fond, il a fait une analyse de plusieurs études pour aller rechercher les VO2 qui ont été les plus hauts répertoriés ou surtout les moyennes dans ces études-là. On ne parle pas d'une personne en particulier plus que des moyennes de VO2 dans les sports pour voir une petite compétition à voir quel sport a le meilleur VO2. Alors, on se lance chez les femmes. On va faire un petit top 4. Tiens, top 4 chez les femmes. Qu'est-ce que tu penses? Top 4 de sport, on parle. Top 4 des sports. Et là, on va différencier. On peut le mettre par litre par minute, donc l'absolu, parce que l'absolu et le relatif sont extrêmement différents. C'est ça qui est touché. Prenons le relatif parce que c'est lui qu'on connaît. OK, puis après ça, je te ferai un mini résumé de l'absolu parce que ça change complètement. Ça change complètement les données. Fait qu'en relatif, tu penses quoi? Ben, en termes de sport, c'est sûr que le ski de fond est là. Je suis quand même pas mal sûr. Après ça, j'aurais envie de dire le triathlon. Après ça, une affaire comme... le canoë-kayak, là. Puis la course à pied, j'imagine. Ouais, exact. Ben, t'es quand même très, très solide parce que, le ski de fond chez les femmes, là, on parle de chez les femmes, le ski de fond, en relatif, c'est dans les moyennes les plus élevées. Dans l'étude, justement, on dénote des moyennes de 70 à 80 de VO2 max chez les femmes en ski de fond. On parlera de la raison un peu après, pourquoi en ski de fond plus que dans les autres sports. Après, on se retrouve avec des sports comme la course à pied et le triathlon.
l'aviron, justement, qu'on va dénoter souvent du 70 à 75 environ. Ensuite, on a le cyclisme sur route, quand même, avec justement autour de 65 à 70 dans les études, même des fois jusqu'à 75 aussi. Et le dernier, tu étais vraiment sharp aussi, tu n'as pas dit le bon, mais c'est Aviron. Aviron, exactement. Puis là, on va expliquer la raison pourquoi. En fait, c'est que plus tu peux utiliser de masse musculaire dans une activité aérobie, plus tu as des chances de pouvoir maximiser ton VO2 max parce que ça prend pour topper une donnée de VO2, il faut que tu achemines de l'oxygène à tous les muscles en même temps et pas nécessairement à un groupe musculaire en particulier. Plus tu es capable de forcer avec le plus de muscles possible. Exactement. Le plus ton VO2 max c'est va pour être ça élevé. que le cyclisme est quand même dans le top parce que 3, faut que top tu 4, mais il n'est pas le premier parce qu'en ski de fond, l'implication haut et bas du corps est extrêmement élevée. En triathlon aussi, justement, en course à pied. C'est sûr que le haut du corps est beaucoup moins élevé, mais sur un 5 kg à bloc, ceux qui en ont déjà fait, les bras, ils bougent puis sont un peu dans la sauce quand même à la fin aussi. Le cycliste... On se rappellera de mon essai de temps sur 5 km, je crampais dans les bras à la fin. Exact. Cycliste, purement bas du corps ou presque. Oui, tu as stabilité avec les bras, etc. Mais en moyenne, les cyclistes vont avoir un petit peu moins, mais ils sont quand même dans les sports les plus hauts en VO2 max. Et justement, l'aviron, qui est quand même dans le top 4, qui utilise haut et bas du corps. Parce que quand on fait un tirage en aviron, c'est un double leg press. À chaque fois, là, tout est impliqué. Et justement, ça m'amène à l'absolu. Parce qu'en absolu, c'est l'aviron qui gagne. C'est-à-dire que si on divise par le poids, c'est pas l'aviron. Mais si on ne divise pas par le poids, c'est l'aviron qui aurait le plus de consommation. Parce que les athlètes sont plus lourdes. Exactement. Ils ont plus de masse musculaire, etc. Fait qu'ils vont intake des plus grands volumes, mais en relatif, ça donne un petit peu moins. Fait que c'est l'aviron qui serait le gagnant. Puis le ski de fond est vraiment juste à côté, très, très, très proche de ça. Là. Fait que c'est ça. Juste pour te comparer, justement, on parlait haut et bas du corps. Justement, chez des skieurs de fond, hommes et femmes, on a mesuré, ça pourrait correspondre à quoi quand on faisait seulement de la double poussée. Donc, je sais pas si c'est quoi un peu de la double poussée. C'est en ski de fond, c'est quand tu utilises juste le haut du corps, que tu pousses avec les deux bras, puis tu utilises pas ou à peine les jambes. Là. Tu pousses avec les jambes, là, mais c'est vraiment plus haut du corps, en fait. Justement, chez les hommes, on atteignait de 75 à 80% seulement de leur VO2 max. Puis chez les femmes, c'était plus du 70 à 75. Donc, tu vois que le potentiel, il était minimisé par, justement, la technique. Le fait que tu pouvais pas aller chercher tes jambes. Exact. Fait que là, on leur donne juste la double poussée. Puis après ça, on débloque. Puis on leur dit, fais du striding ou fais du one skate ou peu importe la technique, tu utilises tout le corps. Ben là, ils sont capables d'aller reacher leur VO2 max réel. Fait qu'en moyenne, c'est ça. Chez les hommes, j'ai vendu ma chandelle déjà, mais juste pour entendre les chiffres, c'est quand même assez intéressant. Fait que chez les hommes, on tombe pas mal, étonnamment, ça c'est quelque chose d'assez étonnant, mais ski de fond et cyclisme, pas mal égal. Égal que les femmes? Non, égal les deux en termes de top, en termes de numéro 1. Là, on parle du 85 à 90. C'est vraiment, vraiment très élevé. Là. Puis ça, c'est des athlètes, dans l'étude, c'est des athlètes qu'on dit élite. Il y a beaucoup d'Olympiens dedans, puis il y a des cyclistes du Tour de France qu'on a noté là-dedans. Fait que 85 à 90, ça commence à être j'allais sacrer, mais je ne dirais pas un sac, mais ça commence à... On peut sacrer sur le Upika Podcast sur Internet. On fait ce qu'on veut. Ça commence à être calissement élevé. Après ça, on tomberait plus avec la course à pied. Justement, on parle des 80, 85, mais ça, c'est des moyennes. Il y en a qui vont dépasser ça, c'est sûr. Exact. Et ça tomberait à l'aviron. Puis encore une fois... les mêmes sports. Ouais, exactement. C'est les mêmes sports. Puis après ça... J'étais bon quand même. Hein? T'es solide. Très, très solide. Puis après ça, en absolu, donc en litres, c'est encore une fois l'aviron puis le ski de fond qui ressort. Puis après ça, ça serait la course à pied et le cyclisme pas loin derrière, tu vois. Et j'allais faire j'ai une petite note ici, justement, d'une étude que j'ai que Sandbach, justement, il mentionne dans son review un petit peu, qui ont fait des analyses sur le Tour de France. Et on a, pour justement la date de 2018, en fait, il fait référence à une étude. Fait que c'est peut-être pas, c'est pas 2018 parce qu'il était plus dans le Tour de France en 2018. C'est plus tôt. Mais on a une des notes de Lance Armstrong qui aurait fait un test VO2 max laboratoire vraiment mesuré de façon officielle, qui aurait été de 84 lors d'un des Tours de France qu'il avait gagné, justement. Fait que tu vois, mettons, il y a des cyclistes qui sont beaucoup plus hauts que ça.
Donc là, c'est à se poser la question, est-ce que le VO2 max est le seul prédicteur de performance? Bien sûr, on connaît l'histoire de Lance Armstrong. On sait qu'il y avait d'autres facteurs là-dedans qui le faisaient pousser vite, pousser beaucoup de watts, malheureusement. Mais cependant, si on met ça de côté, il y a comme on dit, il y a l'économie de travail, ton efficacité de moulinage en course à pied, etc. Parce il y a que plein des facteurs. Il n'y a pas juste le VO2. Là. Le meilleur exemple qu'on peut prendre pour illustrer que le VO2, c'est pas l'absolue vérité. Eliud Kipchoge, je le bats sur 50 crawls en natation, tu comprends? Fait qu'on peut appliquer ça à n'importe quelle idée, puis je te garantis qu'il y a un meilleur VO2 que moi. Oui, on va en parler tantôt. Très bonne chance qu'il y ait un meilleur VO2 que moi. Mais encore là, c'est pas le meilleur. Non, c'est ça. Vraiment pas, c'est une question, tout est une question de plein de facteurs. C'est ça, exactement. C'est très multifactoriel, mais en fait, c'est ça que je veux pointer aussi aujourd'hui, c'est que c'est impressionnant, c'est beau, mais en même temps, c'est pas le seul facteur. Puis il y a des coachs et il y a des athlètes qui veulent absolument maximiser toujours le VO2 max, mais des fois, c'est pas ça que tu as besoin de maximiser. J'ai travaillé justement avec des très grands athlètes en ski de fond, puis il y en avait un en particulier qui n'avait pas un VO2 max le plus élevé. Il était très haut, mais il n'était pas le plus élevé, mais au niveau technique, c'était un des meilleurs au monde. Fait qu'il allait chercher les gars comme ça. T'sais. Mais après ça, la question, tu te dis, OK, mais avec cette technique-là, s'il y avait un meilleur VO2 max. Oui, mais demander, c'est qu'au niveau génétique, il pourrait peut-être pas. Ouais, c'est ça, exact. Aussi, demander, tu topes ta capacité, on va en parler un peu tantôt. Il faut vraiment qu'il y ait plein de facteurs qui viennent s'intercroiser ensemble pour génétiquement ou que la providence te donne une possibilité d'avoir 95 de VO2 max. Bref, parce que c'est ça, c'est pas juste en t'entraînant, c'est pas illimité. Chaque individu a malheureusement un max qu'il peut atteindre ou théoriquement, il y a un max qu'il peut atteindre. Pourquoi tu penses que justement le VO2 est si différent d'homme à femme? Là? On parlait, mettons, des plus gros là, en ski de fond, ça tombait à peu près aux 80. Il y en a des plus hauts que ça quand même, mais en moyenne. Puis chez les hommes, on parlait du 90. Là. Ça, c'est relatif en plus. Fait que ça n'a rien à voir avec le poids. Est-ce que c'est parce que, comme n'importe quel muscle, le cœur est... Le cœur est un muscle, puis on a le cœur plus fort. Là. Exactement. Les hommes ont un plus gros output qu'on dit, donc il y a un plus gros cœur, souvent, parce qu'on est plus gros, on est plus grand, plus gros, etc. Donc il y a un plus gros output. Selon aussi quelques données qu'on a ressorties, l'hémoglobine, souvent, est plus élevée chez les hommes, donc les transporteurs d'oxygène. Génétiquement, les hommes seraient pourvus d'un peu plus, donc il y aurait une meilleure capacité de VO2, de transport d'oxygène aux muscles, donc il y aurait une meilleure capacité de VO2, on va dire. Puis aussi. J'ai-tu des crédits universitaires vers mon bac de kin pour les bonnes réponses que je te donne? T'es solide. Tous les podcasts que tu fais, demander, j'espère que ça t'amène à une certaine connaissance. C'est ça, c'est de l'apprentissage en continu. T'es bon, t'aurais pu prendre ma place, certainement. Puis justement, en raison de ça, on peut considérer qu'une femme à 75 de VO2 est beaucoup plus en forme qu'un homme à 75 de VO2. C'est ça, exact. Étant donné ces facteurs-là, exact. Elle, on va considérer qu'elle est beaucoup, beaucoup plus en forme qu'un homme. Donc, à VO2 similaire, en raison de ces facteurs-là, il y a beaucoup d'autres facteurs. Là. Il y a souvent les masses adipeuses, etc. Bref, mais c'est ça. Si on compare juste ça purement, une femme va être beaucoup plus en forme à un pourcentage, un VO2 qui va être un petit peu plus élevé en général. Là. Yes. Comme je te disais, justement, on n'a pas une capacité limitée dans le VO2. Fait souvent, les chercheurs ils vont se on n'a pas une capacité illimitée? Illimitée. C'est ça, on n'a pas une capacité. C'est-à-dire qu'un humain, théoriquement, ne pourrait pas atteindre 110 de VO2. On en reparlera tantôt, justement. J'ai des petits doutes là-dessus, mais on en reparlera tantôt. Parce qu'on appelle ça le principe de Fick. C'est quoi le principe de Fick? C'est une vieille équation qui a été établie début des années 1900, je crois, selon mes notes que j'avais prises, qui veut établir justement qu'est-ce que ça prend pour avoir un gros VO2 max. Mais en fait, lui, à la base, c'était pas pour ça qu'il l'avait fait, mais on l'a quand même pris pour se l'approprier pour aller vers des calculs de VO2. Bref, ça mélange... si on veut un gros VO2, en général, il va falloir des marqueurs d'oxygène qui sont très élevés. On dit « taken by the organ per unit per time ». Donc, mettons, par le cœur, la quantité d'O2 que tu es capable de pousser au niveau du cœur. Après ça, la quantité de O2 que tu vas avoir dans ton retour veineux, qui devrait être le plus faible possible, parce qu'on veut que tes muscles
en absorbe le plus possible. Donc, le muscle doit avoir beaucoup de capillaires, il doit avoir beaucoup d'hémoglobine dans les cellules pour l'amener aussi, etc. Et finalement, ça nous prend une fréquence cardiaque maximale qui va être beaucoup plus élevée et un cardiac output, qu'on dit, donc un volume d'éjection qui va être très élevé aussi. Donc, ça te prend un gros cœur qui va battre très rapidement, qui va pousser beaucoup de sang, une quantité d'oxygène qui va sortir de ton cœur très élevée, donc des marqueurs de cellules qui vont être capables de transporter l'oxygène, plus des muscles qui vont être capables de l'absorber de façon efficace pour que dans tes veines, au retour, il y en ait le moins possible qui se perdent dans l'équation. Fait que tous ces marqueurs-là, ça dépend beaucoup de ton entraînement, mais ça dépend beaucoup aussi de ta génétique. Puis tu peux pas maximiser chacun de ces éléments-là. Si t'es né tout petit avec un petit cœur, mais que tu peux aller à 200, tant mieux, 215. Mais si ton volume d'éjection, c'est pas 200-300 millilitres par poussée, ben t'es limité à ce moment-là. Tu vas être limité un petit peu, malheureusement. Puis tu sais, personne a ces paramètres-là parfaits, mais il y en a qui sont plus doués que d'autres, naturellement, puis qui vont pouvoir maximiser tous ces paramètres-là pour atteindre un VO2 max qui va être incroyable, justement. Justement, Sandbach, dans l'étude, il dit que ça prend un peu un alignement des étoiles pour être capable d'avoir ce gros VO2 recherché-là, puis que quand on l'a, ben, tant mieux, mais selon plein d'équations, c'est quand même assez rare que quelqu'un va topper plus que, justement, 90-95 à cause de tous ces facteurs-là en tant que tels, tu sais. Et justement, parlons-en des gigantesques VO2. Juste avant, comment est-ce qu'on le mesure? C'est la méthode de mesure de VO2. Dans le fond, c'est... Parce que notre Garmin nous donne un VO2, mais j'ai l'impression que c'est de la bullshit. Là, oui, c'est très, très extrapolé. On va parler des tests plus tard. OK, parfait. On peut continuer. Si on en parle plus tard, allons-y. Parfait, excellent. On va parler encore des stats, parce que les stats, on aime ça. Ouais. On est des gars de stats quand même. J'ai même pas Strava, mais je suis un gars de stats, parce que si j'avais Strava, je serais... Tu serais un malade de stats, un freak de stats. Je suis le cyclisme, mais je vais peut-être prononcer son nom de la mauvaise façon. Oscar Svensson. Je sais pas. C'est un cycliste qui a enregistré. Là, je te parle de ceux qui ont été faits en laboratoire. Contrôlés, puis qu'on a des données qu'on sait qui sont fiables. Ouais. Parce qu'on va parler d'après de données qu'on ne sait pas si c'est fiable, etc. Donc, désolé les gens si je le prononce mal, parce que je le connais pas tant que ça, mais apparemment, c'est avant une performance extraordinaire au championnat du monde de 2012 qu'il avait réalisé ça. Sur track ou? Non, je pense que c'est un grimpeur, ce gars-là, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr, c'est un cycliste de route en fait. Ouais, okay. Mais en tout cas, désolé pour les gens qui aiment le cyclisme, puis je suis pas. Il a peut-être pris sa retraite, je sais pas. Peut-être aussi. 96,7 millilitres par kilogramme par minute. En labo. En labo. C'est très élevé. Très, très, très élevé. Ben, c'est insane. Puis avant de faire mes recherches, justement, le deuxième nom qui sort, c'est lui que je connaissais, qui avait été l'objet d'études. Je sais pas si tu le connais, Bjorn Daly. Non. C'est un skieur de fond extraordinaire qui a fait d'innombrables médailles d'or dans les championnats du monde, dans les Olympiques. Il doit avoir, je dis peut-être des niaiseries, mais au moins 50 victoires de Coupe du Monde. Bref, c'est une grosse machine. Ouais. Avant le nouveau prodige que je mentionne son nom à chaque jour puis que je n'arriverai pas à trouver maintenant parce que je le cherche, bien sûr. Bref, le nouveau prodige norvégien qui est là présentement. C'était lui avant. Ouais, en fait, c'était lui avant, mais probablement que Klébo, merci Klébo. Il y a peut-être un aussi gros VO2 max, j'ai pas réussi à trouver de données sur lui, mais avant, en ski de fond, c'était Bjorn Daly, puis c'est un skieur exceptionnel. En fait, je l'ai ici, 29 médailles aux Olympiques. 29 aux Olympiques. Du stock pareil. C'est pas pire. Ouais. Pas pire, c'est ensuite, on a un autre skieur de fond. Mais il est à combien, lui? 96, j'ai même pas dit le chiffre. 96, juste avant, justement, Oscar qui était en cyclisme. Fait que tantôt, je parlais des moyennes avec Sandbach, justement. Mais là, on parle d'absolu, vraiment, ceux qui sont allés chercher le plus gros. Puis il y a un autre skieur de fond, justement, qui a été répertorié, un Norvégien, Aspen Bjerke, que je connaissais pas du tout, mais qui a l'air très bon, en fait, qui était plus actif en 2005, juste avant que je sois plus en ski de fond. 96 aussi. Chez les femmes, on a une Johanne Benoît. Je pense que ça doit être une Française, I guess.
dans les Jeux olympiques de Los Angeles en 84, qui avait mesuré un gros chiffre de 79. 79. Ouais, ça a été un des bons. Quel sport? En marathonienne, ouais, exactement. Ensuite, on a une skieuse de fond aussi, Scary, un 77, et une fille en cyclisme, une Brésilienne qui s'appelle Flavia Oliveira. C'est tellement beaucoup parce que un gars qui est à 76... Il a un esti de bon VO2. Oui, c'est énorme. Là. Un gars à 76, il est vraiment bon, puis il est rien comparé à ça. C'est ça, exact. Fait que, comparé un à l'autre, mettons, il faudrait trouver une équation qui bonifie, là, mais une fille à. Ça va peut-être l'équivalent. 80, si c'est le top, c'est le top. Oui, mais une fille à 80, ça équivaut à combien chez un homme en termes de facteurs physiologiques, comme on a parlé tantôt. Là. Donc, c'est quand même, ça reste quand même intéressant, mais c'est des gros VO2, 80, là, c'est gros. Là. Et là, parlons justement d'autres athlètes. Un autre qui a été testé, qui est en laboratoire, qu'on a vu le chiffre, Blumenfeld, on le sait, on le connaît, on l'apprécie. Beaucoup de triathlètes qui fait du olympique, du Ironman et tout. Combien tu penses? Testé? Moi, ce que j'ai entendu, parce que là, je sais pas si c'est de ça que tu parles, mais je sais que là, à peu près 3-4 mois, il y a comme une rumeur qui est sortie de son camp d'entraînement qui avait busté le sang. Exactement, c'est là que je veux en venir. Je pense que c'est dans un épisode de Norwegian Method, là, un de leurs épisodes sur YouTube. Ouais, t'as comme son coach qui check la machine. Ouais. Puis là, il check un peu autour de lui, là, il dit il va falloir refaire les tests de baseline parce que d'après moi, la machine ne fonctionne pas. Exact. Là, ils font les tests. Là, c'est genre, OK, le baseline il est bon. Puis il regarde autour, il est comme un peu choc même. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, cette donnée-là, je sais pas si c'est en laboratoire, ils l'ont pas publié ça encore, mais en laboratoire, testé vraiment qu'on sait que c'est vrai, c'était 96, justement. 96, mais dans celui-là, c'était 102, exactement. C'est ça. Mais c'est comme... C'est immense. C'est fou, là. Mais là, il se prépare pour les Olympiques de Paris. Mais c'est ça. En même temps, c'est... Genre, juste dans la vidéo, puis j'invite les gens à aller le voir, là, c'est que ce vidéo-là, ce vlog-là sur la page de Christian Blumenfeld. Mais juste avant de faire le test à la course à pied, il fait le test sur son trainer Tax, puis il overheat le trainer à cause qu'il pousse trop droit. Puis là, il est obligé d'arrêter son test de VO2 sur le trainer parce que le trainer, il est en train de brûler là, parce qu'il y a trop de droite en arrière. Mais ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, mais on en parlait tantôt, puis tu l'as mentionné, puis moi, je me rappelle avoir entendu ça aussi. Eux autres, quand ils jouent longue distance, courte distance, ils mettent vraiment le focus vers l'Olympique sur le VO2. C'était ça qu'il disait, son coach, Alexandre Darbou. Là. Ouais, exactement. Ouais. Il disait comme là, on vient de gagner le Ironman, champion du monde, no big deal. Puis là, pour l'année prochaine, on veut vraiment monter cette valeur-là. De 3 mois, là. Il y a un triathlon. Ils sont capables de jouer avec quand même pas mal, qu'il disait. Oui, absolument. Parce que justement, mettons, sur un Ironman, ça lui donne quoi d'avoir 102 de VO2 Non, max? c'est ça, exact. Parce qu'il faut qu'il le pousse pendant... Mais imagine si c'est vrai. 6 heures, quelque chose? Je sais pas, lui, il a fait un sub 6. Ouais. Je pense, à amener, mais dans un contexte comme... c'est un contexte comme le sub 2 de Kipchoge. Ouais, c'est ça, exact. Fait qu'il n'est pas officiel. Mais c'est pas 6-17 ou 6-10. Je sais pas. Comme ça. Mais bref, il n'y a pas besoin d'avoir 102 pour ça. Non. Parce que c'est plus sa capacité à maintenir un haut pourcentage de son seuil, de pas trop buster, puis de m'emmener... mais tu sais, ça reste quand même que baseline, il doit avoir, même quand il ne travaille pas, il doit avoir 92. Facilement, c'est ça. C'est impressionnant, mais bref... fait que lui, c'est ça, c'est la rumeur à 102. Ouais, puis il y en a un autre que j'ai entendu une rumeur, c'est un de mes collègues qui m'a partagé ça dans le gym l'autre fois, puis que je trouvais ça drôle, un ancien skieur de fond, qui a vu ça passer justement dans un vlog aussi, puis un truc comme ça. Puis ça, il faut vraiment que je vérifie ça. Puis ça me fait un petit pincement au cœur parce que c'est un russe, un skieur de fond russe. Mm-hmm. Puis on connaît tout l'historique de la Russie avec les Olympiques de Sochi. Ils ont été bannis, je pense, en raison aussi du dopage, mais de la guerre en Ukraine, etc. Ils ont été mis de côté en ski de fond. Fait que là, ça fait 2 ans qu'on le voit pas. Est-ce qu'il s'entraîne encore? Ben oui, il s'entraîne encore. Puis là, il peut faire un peu ce qu'il veut, selon moi. Je parle un peu dans mon chapeau parce que je sais pas ce qu'ils font, puis je veux pas dire qu'il est dopé non plus. Mais apparemment, il y aurait des données qui auraient sorti, il y aurait 104 de VO2. C'est du stock. Ouais. Mais ça, c'est pas vérifié, puis on sait pas. Mais petite question, doping, là. Mettons que... Parce que c'est sûr que si tu dopes, tu peux augmenter toutes ces valeurs-là. Ouais. Tu sais, si tu prends le PO, mettons, tu fais un gros cycle de PO, là.
puis que tu amènes ton VO2, mettons, je sais pas, tu l'amènes de 85 à 90, quand tu arrêtes ton cycle de doping, es-tu capable de conserver ça? Ou bien il va diminuer parce que là, tu as pu se... Ben, en fait, c'est que ton corps s'adapte, il va se maintenir très haut. Il va se maintenir un bon bout quand même. Ouais, exactement. Avant Il va finir par redescendre avec le off-season et ces choses-là. Mais ton corps s'adapte. Hein, fait que si tu lui demandes, mettons, il a été capable de produire tant de pourcentage de son VO2 ou un VO2 à temps pendant un effort tel dans le passé, ben, souvent, il va être capable d'y revenir de façon un peu plus naturelle. Fait que c'est pour ça que des fois, que ceux qui prennent des stéroïdes, de l'EPO, on aurait peut-être tendance à vouloir les bannir à vie des fois. Ouais, c'est ça, parce qu'à un moment, c'est comme, OK, là, t'es allé chercher des valeurs qui vont peut-être rester longtemps, là, des adaptations. Quand tu fais un cas d'altitude, par exemple, ton taux d'hématocrite, le PO naturel, etc., il va rester dans tes globules, tu vas avoir plus de globules dans ton sang longtemps. On parle de 4 semaines, des fois 6 même, pour les expérimenter. Puis, plus t'en fais, c'est cumulatif un petit peu, tu réagis mieux, donc c'est ça. Les moments de latence entre les camps, les trucs comme ça deviennent de plus en plus courts. C'est la même chose quand tu te dopes un peu, là, c'est que l'effet va être un peu cumulatif. Parce que le même principe ça te permet que genre d'entraîner plus aussi. Ben, c'est ça, exact. Ça te permet de pousser plus de watts, d'être beaucoup plus haut en VO2. Fait que ton corps, il s'adapte à ça aussi. Puis ta musculature s'adapte à ça, etc. aussi. Ouais, exact. Bref. C'était la parenthèse tricheur. Mais on est qui pour juger le monde. Hein? Ben, c'est ça. Bref, mais oui, ça va t'aider pour le reste de ta vie. J'en suis convaincu. Puis je suis pas mal sûr que mes collègues le seraient aussi. Kylian Jornet. Kylian Jornet. Probablement très élevé. Tricheur, je fais un peu drastique parce que je pense vraiment pas qu'il est un tricheur. Absolument pas. C'est vraiment pas dans ses valeurs. En laboratoire, 92, quand même assez élevé. Puis on parlait de Kipchoge tantôt. J'ai pas trouvé de mesure spécifique de son VO2. Je pense qu'il veut pas trop le donner peut-être aussi. Mais j'ai trouvé dans un blog justement sa vitesse aérobie maximale. Et ça me permet d'extrapoler. Ouais. Donc, il y aurait un VO2 max justement entre 85 et 90. Ce qui est très élevé. Mais ce qui n'est pas le plus élevé non plus. Le plus élevé non plus. Mais c'est un marathonien. Exact. Mais c'est un marathonien qui est capable de faire un 3000 mètres vraiment. C'est un marathonien qui a déjà gagné une médaille, je pense, aux 5 ou 10 kilos sur track. Aussi. Fait que, il y a quand même une grosse patate aussi. Fait que il y a quand même une disposition. Parce que lui, il roule un marathon en quoi? 2,54 du kilo. 2,55, autour de 2,55. Fait que à base, faut que tu aies un bon VO2 aussi. C'est pas tout le monde qui est capable de faire 1 kilo à 2,55. Moi, le premier. Exact. Moi, je suis capable, mais pas 2, 3. Il n'y en a pas 2. 2, 3, 7. Fait que là, j'ai dit vitesse aérobie maximale. Justement, on va parler un peu de testing. Plus en course à pied, le vélo, c'est un petit peu moins mon dada. On pourra en donner une couple de chiffres après. Mais justement, ça correspond à quoi, mettons, dans le concret? Pour un coureur, on va parler de VMA. Donc, on va essayer de trouver un peu c'est quoi la VMA. Vitesse maximale aérobique. Donc, c'est clairement, c'est ta vitesse à VO2 max. On parle en anglais de MAS, donc de Maximal Aerobic Speed. Fait que quand tu fais un test, vas-y. Non, je sais juste de me rappeler, en natation, on faisait de la PAM, puissance aérobique maximale. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais c'est très intrinsèquement lié parce que dans le fond, ta puissance aérobie maximale, la puissance étant une donnée qui se calcule en wattage, ça serait ta PAM dans le fond. Fait que c'est ça. Mais on faisait de la natation, fait qu'on aurait dû calculer ça en vitesse aérobique maximale. Oui. Si tu es capable de faire un test de natation où on est capable de déterminer ton VO2 max dans l'eau, ce qui est sûrement le cas. Je travaille pas avec des athlètes de natation, mais c'est sûr que ça l'invente. Mais ça existe. Nous, ici, on peut pas le faire, mais ça existe. Il en parle justement. Alexander Bou, il parle exactement de ça. Ouais. C'est genre un bassin. C'est pas comme un endless pool où est-ce que tu nages à l'infini, là, où est-ce qu'il y a un courant qui pousse. C'est un bassin qu'il y a comme des courants des 4 côtés. Qui fait que peu importe vers où tu nages dans la même direction. Okay. Fait qu'ils sont capables d'aller y mettre un. Tu t'es immobile en fait. Ils sont capables d'aller mettre un masque. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. C'est intéressant. Ça doit être un. Puis ils calculaient, mettons, un nageur qui avait un VO2. Je pense que c'était quelque chose comme 20 à 30 en dessous de Christian Blumenfeld. Il nageait comme 15 secondes plus vite que Christian Blumenfeld. Okay. Avec
Avec à ce VO2-là. Ah ouais, c'est impressionnant quand même. Quand même. Mais j'aimerais ça voir la technologie qu'ils utilisent dans l'eau avec le masque. Ouais, c'est ça, je sais pas parce trop. que, tu sais, mettons, la grosse bébelle qu'on voit souvent, c'est le VO2 Master maintenant, là, qui est un très portatif, très... Puis des fois, je trouve qu'il va peut-être mettre un petit peu de crémage sur le gâteau, dans le sens qu'il l'extrapole à la hausse un petit peu, selon moi, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Mais mais ça doit être une bébelle comme ça, portatif, mais super scellé, peut-être un full face même quasiment. Parce qu'il faut vraiment pas que tu perdes aucun échange gazeuse. C'est ça, exact, c'est ça. Le intake que tu donnes, le CO2 qui ressort, il faut que tout soit calculé de façon très étanche. Pour avoir fait des tests de VO2 max quand j'étais à l'université, pendant ma maîtrise, puis pendant mon bac, à un moment donné, j'étais rendu au dernier stade. Mon masque, il a shifté un peu, j'ai perdu justement des données de l'air, etc. Puis ils ont dit, il faut arrêter le test. Ça fait chier, là, ouais. Moi, je suis pas un gros fan des tests de VO2 à cause de ça, parce qu'en plus, tu as le masque d'en face, tu sues, ça devient humide. Tu sais que c'est pas le fun à respirer comme air, là, en tant que tel. Mais bref, si vous voulez en faire des tests de VO2, c'est quand même intéressant. Mais en même temps, comme je le disais, il y a des trucs maison que tu peux faire sans avoir le masque, les échanges d'air. Bref, la vitesse aérobie maximale, ça correspond un petit peu à la puissance aérobie maximale aussi, qui peut être très utile en cyclisme, en natation aussi, bien sûr. Mais la VMA, justement, c'est juste la vitesse à VO2 max. Et ça correspond, là, c'est très variable selon ton état d'entraînement. La vitesse maximale aérobique, c'est la vitesse que tu vas à VO2 max. À ton VO2 max. Ouais, exactement. OK. Fait que dans le fond, mettons on fait un test, puis on détermine tes échanges d'air, etc. Puis là, ta capacité ventilatoire à top là, c'est là que ça finit. C'est ça ton VO2 max. Puis après ça, l'effort supplémentaire que tu vas fournir va être principalement anaérobique. D'où le fait que quand tu passes ça, il t'en reste plus grand temps avant de te joncher sur le sol et de presque mourir, on va dire, quand tu fais un test maximal. Mais vitesse à VO2 max, bref. C'est à peu près la VAM là, ou la VMA, vitesse aérobie maximale ou vitesse maximale aérobie, peu importe. On peut dire que c'est entre 5 et 10 minutes d'effort maximal à la course à pied. Donc, c'est à peu près la vitesse... Il y a un petit gap quand même entre 5 et 10. Oui, mais c'est ça dépend. Puis ça, comme je te dis, c'est variable. Théoriquement, on parle de 6-7, mais c'est tellement variable de ton état d'entraînement. Si tu es très désentraîné, ça peut être 5. Quelqu'un qui est vraiment très entraîné puis qu'il y a un gros VO2 max, peut-être qu'il peut aller un petit peu plus loin avec ça. Mettons 7. Oui, c'est ça, mettons, on va dire. Là. Mais il y a des petits tests maison qu'on peut faire pour le déterminer, justement. Il y en a justement, c'est un vieux test, mais il est quand même intéressant. Je l'ai déjà fait une fois juste pour le fun quand j'étais plus jeune. Ça s'appelle le test de Cooper. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Dans le fond, c'est un peu biaisé parce qu'il faut vraiment que tu sois un bon jaugeur d'effort personnel. Mais finalement, tu prends la distance que tu es capable la plus longue distance que tu es capable de faire sur 12 minutes. Ouais, OK. Sur une piste d'athlétisme. Ouais, je connais ce test-là. Puis après ça, l'équation en kilomètres, ça serait que ton VO2 max est égal à 22,35 fois le kilométrage que tu es allé chercher. Fait que, mettons, j'ai fait 3 km, on va dire. Fait que 22,35 fois 3 km. Tu multiplies ça ensemble, tu fais moins 11,29. Puis ça te donnerait c'est précis quand même. Une extrapolation grossière de ton VO2, plus ou moins. Mais c'est quand même tough de s'aligner sur un 12 minutes, de savoir c'est quoi ton vrai pace. C'est ça, il faut que tu sois expérimenté un peu. Il y a d'autres tests comme le léger bouché, le léger navette qui peut être intéressant. Le léger bouché, il est intéressant parce que c'est un test continu. Puis à chaque 2 minutes, la vitesse augmente de 1 km/h. Puis ça se fait pour des gros groupes, c'est intéressant. Mais qu'est-ce que tu peux faire si tu es tout seul chez vous? Le principe du léger bouché, c'est que tu commences à une vitesse de 8 à 10 km/h, je crois 8 km/h, puis que tu augmentes, même à la marche, je pense qu'ils disent 6 km/h. Puis tu augmentes tu peux commencer plus tard que ça, tu augmentes de 1 km/h par tranche de 2 minutes. Fait que tu vas faire, mettons, un 2 minutes à 8, après ça, tu fais un 2 minutes à 9, 10. Etc. Puis l'effort maximal que tu es capable de donner, c'est ta VMA, c'est ta vitesse aérobie maximale. Puis ça, tu le multiplies par 3,5
en mètres, ce qu'on appelle, puis ça te donnerait un peu ton extrapolation de VO2. Fait que ça, c'est intéressant comme test aussi. Quand on fait des tests lactiques avec les athlètes de haut niveau, on va la mesurer un petit peu ça. Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va trouver leurs 2 seuils avec un petit test progressif. Après ça, on leur donne un petit break, puis là, on les fout à bloc, on fait des paliers de 1 minute, là, puis let's go, on monte. Ou on va juste trouver leurs 2 seuils, skipper 3-4 paliers. Puis là, mettons, on a fini, son deuxième seuil, il était à 14 km/h, peu importe, 16 km/h. On va skipper à 20 km/h, puis on lui donne une rince. Tu continues pas à craquer, là. Une fois que tu as trouvé le deuxième seuil, tu continues pas à craquer. Ben, en fait, il y a plein de types de tests. Moi, j'aime bien faire le progressif jusqu'à la fin. C'est intéressant. Mais si tu veux trouver, mettons, la fréquence cardiaque maximale, puis avoir une estimation peut-être de VO2, ça peut être intéressant de skipper cette partie-là, puis aller direct dans le fond, à sacrer une rince. Fait que, ça dépend de ce que tu recherches. Mais c'est bon quand même le augmenter d'1 km/h par 2 minutes. Par 2 minutes. Ouais. Puis quand tu arrives au bout, c'était approximativement, c'est quoi, fois 3.5? 3.5, exactement. Tu arrives approximativement à ton truc. Là, c'est ça, exactement. Sauf que ça reste quand même général parce qu'il va y avoir une couple de personnes qui vont avoir exactement le même VO2. Là. Oui, exactement. Mais en fait, c'est que si tu fais un demi-palier, tu fais. En fait, attends, je vais te lire exactement ce qu'il dit. Et celle du dernier palier qui a complété, plus 0,5 km/h pour un palier qui est réalisé aux 2 tiers. Okay. Fait que, mettons, si on prend des paliers de 2 minutes, tu pourrais dire qu'après 1 minute 20, si tu as réussi à faire 1 minute 20 dans le palier, c'est 0,5 km/h de plus. Fait que, mettons, tu mettrais 17,5, donc tu aurais ça. Mais tu sais, des 2 minutes, ça passe vite quand même. Cette stat-là, ça te donne ton absolu. Ça va donner ton relatif. Okay. Ça va relatif, oui. Okay. Exactement. C'est ça le problème. Le problème un petit peu, parce que, justement. Mais en même temps, ça correspond un peu à ta vitesse aérobie maximale, mettons, malheureusement, chez les femmes, elle va souvent être un petit peu plus basse que chez les hommes. Puis, les temps internationaux le prouvent un peu aussi. Donc, ça te donne quand même ça va te donner un bon repère en tant que tel. Parce que, dans le fond, les METs, le 3.5, on dit c'est en METs qui correspond à Metabolic, Energetic... task, je pense, ou quelque chose comme ça. Bref, ça correspond au coût énergétique de l'activité même. Fait que la course à pied à tel temps, ça correspond à 3.5, fait qu'on fait x 3.5, puis ça te donne ton VO2. Mais justement, ça a une petite faiblesse en raison du poids, qui n'est pas nécessairement bien inclus là-dedans. Donc, ça ressemble à ça en termes de testing. Puis après ça, quand tu as trouvé un peu avec tes petits tests maison, on pourrait demander à d'autres physiologues, peut-être qu'ils diraient non, ça c'est mieux comme test maison, ça c'est mieux, mais en général, ça peut te donner une bonne idée. Puis ça se fait bien sur un tapis roulant. Oui, exactement. Il faut que le tapis soit bien calibré pour que le test vaille quelque chose. Exactement. Fait que je suis pas mal sûr que, par exemple, je sais pas si les gens connaissent Richard Chouinard, un grand coureur. C'est pas lui qui a le record sur le 100 kg. Je suis pas mal sûr que lui, mettons, quand il y a un groupe, il fait un léger boucher traditionnel. Ouais, c'est ça. On va mesurer ta VAM avec ça, puis on va le calculer. Il y a d'autres choses que tu peux faire en laboratoire vraiment plus précis, mais pour une population générale, le laboratoire, des fois, ça vaut-tu vraiment la peine? On sait pas. Puis après ça, quand tu as calculé un peu ceci étant dit, excuse-moi, moi j'encourage tout le monde à faire un test de lactate. Oui. Tant qu'à le faire, tu peux pogner ton VO2 aussi en même temps, de façon plus précise un peu. Exactement. Si tu as l'installation pour le faire, ça vaut vraiment la peine. Parce que le test de lactate, il vaut vraiment la peine. Le test de lactate, c'est que moi, je trouve ça beaucoup plus précis pour les zones d'entraînement. C'est ça, fait que je trouve que le test de lactate est plus précis parce que, je vais être honnête avec toi, à un moment donné, le chiffre de VO2, c'est quand même dur en fait, je vais me reprendre. C'est qu'on peut estimer des zones d'entraînement avec le VO2, la VAM, la vitesse aérobie maximale, mais après, la quantifier sur le terrain, c'est-à-dire que si, mettons, je te dis, tel pays, aujourd'hui, c'est 90% de ta VAM, ce qui correspond à 3,20 du kilo pour 20 fois 400. Je trouve pas que ça prend en considération la fatigue quotidienne de ton corps, puis ton corps te ment pas. Fait que le test de lactate, la production lactique, les fréquences cardiaques associées à ça, il varie un petit peu. Ton lactate, il va être un petit peu différent de jour en jour, mais il est quand même précis. Puis ta fréquence cardiaque aussi. Donc, si aujourd'hui, ta fréquence cardiaque, elle calcule ta fatigue. C'est ça. Fait que si tu es fatigué, ton cœur, il dit ça, c'est ta vitesse que tu devrais aller aujourd'hui pour tel entraînement. Si je te dis, tu fais tant de pourcents
tant de pourcents de ta VMA. C'est absolu, puis tu fais ça, puis exact, c'est ça que je trouve un peu déplorable. C'est que moi, quand je m'entraîne souvent pour le trail, pour la route un peu moins, mais pour le trail, je me calcule en zone d'entraînement. Puis tu sais, je vais aller, je sais que 170 c'est telle zone, puis là, je vais à 170, je regarde pas ma vitesse. Ou même sur la route, des fois, je fais du rolling sur les plaines. Tu sais, il y a des montées, des descentes, des fois, la moyenne est un peu biaisée. Ben, tu y vas avec tes fréquences cardiaques. Puis si aujourd'hui, c'était le pace, mais parce que tu es fatigué, puis une journée que ça va bien, au contraire, c'est ça, tu peux aller plus vite. Tu peux aller plus vite. Parce que ta fréquence cardiaque est correcte avec ça. Fait que, puis, tu sais, quand tu fais des tests de VO2 max, ça peut te donner ça, mais de quantifier en termes du VO2 max, des fois, je trouve que c'est moins approprié, mais c'est mon opinion personnelle. Puis, plein de physiologues pourraient vous dire le contraire aussi. Mais moi, j'aime mieux en pourcentage de seuil, puis en avec le lactate. Mais tout ça pour dire que si tu vas faire un test de lactate, pour le faire, tu vas avoir un estimé de ta VO2 aussi. Tu peux le calculer en même temps. Oui, en même temps qu'aller à ton test, tu peux poursuivre le test jusqu'au bout, comme on disait. Là. Oui, exactement. Puis, mais par contre, si tu veux une vraie donnée, ça te prend le masque. Oui, c'est ça. Si on peut l'extrapoler avec les tests de lactate, mais ce ne sera pas précis comme si tu avais un masque. C'est vraiment pas. Avec le test de lactate, on mesure les lactate threshold, donc les seuils de lactate. Puis avec le masque, on mesure les seuils ventilatoires. Fait que c'est un peu le même principe, mais ils sont pas exactement en même place. Ils sont pas en même place. Ça correspond pas exactement à la même chose, donc c'est ça. Bref, mais si tu trouves une façon de trouver ta VMA avec des tests maison, ben après ça, tu peux calculer. Il y a des espèces de chartes, pas boboche, mais qui plus ou moins précises qui peuvent te donner des extrapolations de qu'est-ce que tu devrais faire. Fait que, mettons, tu tentes 20 km/h de VMA, de vitesse aérobie maximale, ben dans ton endurance de base, ça devrait être à peu près 60 à 65% de ça. Quand tu fais de la zone un peu plus 2, on va dire, ça pourrait être 65 à 75. Après ça, quand tu fais de l'allure marathon, ça serait 75 à 80. Du demi-marathon, 80 à 85. Du 10, 85 à 90. Tu pourrais dire 5 kilos, puis là, ça commence à être touché un peu, 95 à peu près. Puis du 3 kilos, si tu fais un 3 kilos vite, t'es pas dessus, mal dessus, ou un petit peu plus lent, 97, etc. Ça reste des grosses extrapolations. Puis là, si tu veux entraîner ça, justement, la vitesse, le VO2, qu'est-ce que tu fais? Mais normalement, on va parler de séances qui vont se situer de 90% à 110% de cette donnée-là, à peu près. Tu sais, ça peut être 85 puis ça peut être 115, on s'en fout un peu, mais plus tu vas être haut dans ce pourcentage-là, fait que si c'est je vais dire 10 km/h parce que ça va être facile de calculer pour le 110%. Si c'est 10 km/h ma VAM, 11 km/h c'est mon 110%. C'est beaucoup plus haut que ma VAM. Fait qu'il faut que je fasse attention avec la quantité que je vais faire. Fait que quand je fais un entraînement de VAM, je peux viser par exemple entre total, là, sans parler de pourcentage, mettons on va parler de 5 minutes à 15-20 minutes. Dépendamment du pourcentage que je vais me situer. Si je suis à 90%, donc 9 km/h dans ce cas-là. Tu peux faire 15 minutes. Exactement, on peut faire un peu plus long. Peut-être avec des repos un petit peu plus courts. Fait que je peux faire des 2 minutes, repos 30 secondes, 1 minute, puis répéter jusqu'à accumuler 15 minutes d'effort, 15-16. Puis si je suis au-dessus de ça, ben je vais faire peut-être des efforts un peu plus courts, peut-être des repos un peu plus longs, mais si je veux me donner une bonne range, je peux garder ça court aussi, puis y aller au max pour vraiment stimuler mon VO2 max. Donc, dépendamment justement du pourcentage qu'on va cibler, ça va être le repos qu'on va ajuster. Et tout, mettons, en début de saison, si tu veux vraiment travailler ton VO2 max, peut-être que j'irai dans le 90%, juste pour t'acclimater. 90% avec des séances un petit peu plus longues. Un peu plus longues, puis avec des repos substantiels aussi, tu sais, pas des 15 secondes. Puis après ça, j'irai, plus j'approche de mon effort, mettons, je fais un 5 kg, un 3 kg, ben, je pourrais aller à 110, 115 avec des... Puis là, ça dépend si tu es très proche de ton événement, tu peux avoir des repos plus longs. Mais sinon, j'irais avec des repos peut-être un peu plus courts pour vraiment aller chercher cette donnée-là de VO2 puis la stimuler au maximum. Là, mais ce type d'effort-là, pas trop souvent. Là. Non, c'est ça. Parce que moi, je fais ça une fois dans une semaine puis je suis plus capable. Puis il y a beaucoup de mentalités qui vont utiliser le 80-20 en polarisé, ce qu'on appelle. Donc, qui vont faire réellement 15%, 20, un gros 15-20% dans cette zone-là, ce que je trouve vraiment beaucoup, moi. Moi, mon corps n'est pas capable de toffer ça. Non. Pas au niveau de blessure, parce que je me blesse pas souvent, mais c'est juste au niveau énergétique. Ouais, c'est ça. Je fais des séances comme ça, je suis drainé pour le reste de la journée. Puis tu sais, j'ai une job à temps plein. Puis non seulement le reste de la journée, mais le lendemain, le surlendemain aussi physiquement. Fait que tu as le 80-20 polarisé avec ben du VO2 max comme ça. Puis ça, je pense que les athlètes professionnels, c'est vraiment bon pour eux parce qu'ils ont la capacité de récupérer. Puis ça dépend de la distance que tu fais. Là.
C'est Blumenfeld. Mais dans ça, toi, tu mettrais juste pas de tempo? Oui, tu ferais un 5% de tempo. Fait que dans le fond, ça serait, mettons, un 80-15-5. OK, ton tempo, c'est 15%. C'est 5%. Oui, c'est 5%. C'est un petit pourcentage. Mais dans le pyramidal, on a inverse ça. Exactement. Fait que dans le pyramidal, c'est 80, 15, 5, 5 de VO2. Exact. Fait que tu pourrais faire. Ça m'apparaît comme de quoi de vraiment plus réaliste pour quelqu'un qui n'a pas toute sa journée pour récupérer. Exactement. Ça n'a pas de sens. Exactement. Sinon, puis après ça, selon les coachs, selon les philosophies, tu pourrais modifier ça. Tu pourrais faire 75% de zone 1, zone 2, on va dire. Puis après ça, un 25% de. Des fois, tu peux pas en faire du VO2, puis c'est pas grave, selon les blocs d'entraînement. Moi, j'aime bien quand je fais des périodes de volume, pas faire trop de VO2, puis quand j'ai moins de volume, en faire un petit peu plus, puis pour mieux récupérer, justement, etc. Mais ça, on en parlera dans un autre coin du geek, parce qu'il y a bien d'autres choses qu'on a à parler qui vont être très, très, très intéressantes, je crois. J'en ai une belle liste devant les yeux, exact. là, puis je te l'ai envoyé, puis on va faire intervenir justement des psychologues du sport, médecins du sport, physiologistes de l'exercice, plusieurs. On va avoir des opinions différentes. Je pense que c'est quand même intéressant. Des kinésiologues qui ont fait des spécialités dans plein de domaines, là, fait que des nutritionnistes, nommez-les si j'en oublie, ça va être le fun, je pense. À suivre. Ça va être le fun. Écrivez vos questions dans les commentaires. Ouais, questions, commentaires, puis si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de le dire aussi. Tout à fait. Des fois, je vulgarise d'une telle façon, mais des fois, je me suis mal exprimé. Ça se peut que ce soit d'autres choses qui soient la vérité pour vous, puis c'est bien correct, chacun sa vérité. Puis si vous voulez des sujets, peut-être aussi nous écrire. Puis si vous avez des personnes à recommander, des spécialistes vraiment pointus dans leur domaine, ça pourrait être intéressant aussi, je pense, tout à fait. de faire ça. Fait que le prochain, on va parler d'un autre sujet. On se le garde pour la prochaine fois. Économie de course. Comment améliorer ton économie de course? Si tu fais un autre sport, on parle d'économie de travail. Ouais. Donc, efficacité un peu technique. Comment on améliore ça? Et est-ce que pour la course à pied en particulier, il y a des éléments un peu qui pourraient améliorer ça, mais qui sont un peu, comment je pourrais dire, dans la mire de certaines personnes présentement comme étant soit... Du dopage mécanique. Du dopage mécanique, exactement. Ouais. Dans les gros choses de carbone, etc. On va sortir une couple d'études qui parlent de ça, si c'est bon. On s'en reparle. On s'en reparle. Cool, merci Van. Salut. Yes.